Hey, bienvenue dans la deuxième partie du premier vlog qui était sur la saga All for the Game, mais je suis un peu partie dans tous les sens, enfin pas trop hein, mais un peu. Du coup je voulais faire une deuxième partie de ce vlog là pour pouvoir mettre ce que je voulais, les petits souvenirs que je voulais mettre et tout, sans que ça empiète trop sur le thème principal de ces vlogs là, je vous rassure. Ce vlog va être concentré sur The Kingsman qui est le troisième tome de All for the Game, et j'ai fait un vlog du coup dessus sur le premier et deuxième tome. Je vous invite à voir, sinon vous allez peut-être pas tout piger, ou alors si vous avez la flemme, bah vous pouvez quitter la vidéo, ou alors juste regarder en fond, tu vois, pendant que vous faites le ménage ou en train de faire caca, je sais pas quoi. Je vais lire ça, mais avant ça, je vais faire un tatouage. Voilà, en fait c'est mon premier tatouage, du coup c'est un peu spécial pour moi, enfin c'est beaucoup, très spécial pour moi. C'est concernant un manga, c'est une scène en fait en particulier qui résonne beaucoup en moi, je vous expliquerai quand ce sera fait. J'arrive pas toujours à concevoir que je vais avoir un tatouage, ça peut sembler banal pour les gens, mais moi c'est une grande étape aussi d'un point de vue personnel et tout, mais bon on va pas voilà. Je vais vous montrer aussi le marque-page que je suis en train de faire pour l'autrice Cespaka qui a écrit Prescriptif et Dark Rush. Mercredi normalement je vais la rencontrer, je stresse un peu, on verra comment ça se passe. Ah oui, mais à chaque fois j'oublie de préciser l'élément fondamental quand tu fais un vlog, en fait c'est de préciser la date. Aujourd'hui on est le 3 décembre et du coup on peut ouvrir la case du 3 décembre. Regardez, il est magnifique. Ça fait des années que je n'avais pas de calendrier de l'Avent. Et là du coup c'est toujours un petit bonheur d'ouvrir et de découvrir quel motif de chocolat c'est et tout. Parce que moi je pensais que c'était toujours les mêmes motifs, parce que c'est vraiment le calendrier allait coûter 2 €, tu vois. Donc je signe Miraculous. Voilà, je suis encore en cours de watchage. Des gens sur Instagram, sur YouTube et tout, ou sur Twitch, ils s'ouvrent leur calendrier d'avant et c'est des trucs personnalisés, mais vraiment, vraiment travaillés, genre des produits de beauté, du thé, je sais pas, des figurines d'Harry Potter, je sais pas quoi. Du coup, c'est vraiment intéressant de les regarder, ce qu'ils vont voir, parce que c'est des trucs, c'est des bons produits. Moi, c'est juste les formes des chocolats, qu'est-ce que ça va être, et ça m'excite déjà, tu vois. Oh, c'est trop mignon. C'est un bonhomme de neige, voilà. Un bonhomme. Je sais pas si on voit. C'est un bonhomme de neige avec un balai. Voilà. Attendez. C'est une private joke pour une copine. Du coup, voilà. Je vais pas le manger devant vos yeux. Je vais le prendre en photo. Et salut. Voilà. Voilà. Ah, ouais. Oui, c'est un quoi. Bon. Ah mais c'est mignon. Oui. Vas-y. Ça fait un pop. Moi je t'aide pas, je suis trop occupée à filmer. Non mais fais fort. Au pire fais avec non mais prends une autre prends une autre. Non mais c'est pas grave, ils ont c'est pas payant de toute façon, vas-y prends. Elle est trop conne cette fille, je l'aime pas en plus. C'est ta revanche. Et là maintenant
On s'en fout si c'est au milieu ou pas. Ah, c'est trop bon. Super. Hey, on est le 4 décembre matin. Je filme ce clip parce que je suis censée commencer à réviser pour les partiels, mais je procrastine fortement. Du coup, je sais, bon, je vais vous montrer le marque-page que je suis en train de faire pour l'autrice C.S. Parker. Ici, en fait, j'ai fait un marque-page de Prince Captif. Comme je sais pas dessiner, bah j'ai pas voulu me risquer à dessiner des personnages, surtout que si je rate la beauté de Laurent, ce qui est sûr et certain, je m'en voudrais toute ma vie. Le fond il est gris, tu vois, c'est un peu comme la couverture de Prince Captif. Attends, je vous le prends. Voilà, comme ça, tu vois. Il est trop beau. Voilà, c'est fait or, gris, noir, je sais pas. Du coup, j'ai voulu respecter ce code couleur. Alors, j'ai fait la couronne de laurier, les ficelles là qui composent le costume de Laurent et qui sont hyper serrées parce qu'il est très habillé de façon froide et très couverte. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je trouvais que ça allait bien pour faire transition avec les chaînes. Voilà, et du coup le collier d'esclave de Damen. Derrière, du coup, j'ai fait un marque-page au design de Dark Rise. Voilà. Désolée pour ma voix un peu rauque. Parce que je suis malade. Voilà, alors j'ai fait un lion parce que je voulais faire référence au lion sur le bouclier, le code couleur or, sombre, dark et tout. Mon dilemme, c'est je sais pas de quelle couleur faire les bordures en fait. Est-ce que je les refais en or ou en feutre noir? Je sais pas. Ou en gris? Ah, en gris peut-être. Je sais pas, je verrai bien. Wow, ce plan incroyable. On est 4 décembre le soir. J'ai commencé enfin le sujet principal de cette vidéo, normalement The Kingsman. Je suis à la page 4 décembre et je suis à 4 secondes d'éclater en larmes. Juste les relations, là, ça fait 3 pages, j'ai déjà mis 3, je vais mettre 4 post-it déjà. La patience du coach pour soutenir Neil, et en fait Neil à chaque fois il est en mode ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est son attitude, rien que son attitude en fait c'est presque suffisant pour un peu me rassurer, pour me faire surmonter tout ce que j'ai vécu à la fin du tome 2 parce que c'était horrible, ça me touche trop, et en même temps le presque ça me fait mal au cœur aussi parce que il a tellement souffert que tu vois même ça c'est pas encore assez suffisant, mais c'est un début quand même, on se rapproche. Neil il dit ça me rassure presque, son attitude, le fait qu'il prenne son temps, qu'il me brusque pas en fait pour que je lui raconte les trucs, ça le rassure presque parce qu'il y a quand même une incertitude sur le fait qu'il vit quand même jusqu'à ce moment là où ils se sont à même de tout révéler. Il y a quand même cette incertitude en mode est-ce que si je révèle tout ils vont me traiter comme avant, ils vont m'accepter pour qui je suis, tu vois. Du coup je pense que ce peut-être il vient de là, de cette incertitude de j'aime ces personnes m'acceptent mais ils m'acceptent pas encore dans mon entièreté, et du coup quand ils m'accepteront dans mon entièreté là je serai vraiment comblée et rassurée, mais il y a encore ce doute. Il n'a pas encore franchi cette étape-là d'être lui-même, de dévoiler son mal-être en fait, et de dire pourquoi il est comme ça, et de pas avoir peur d'être 100% lui, je pense. Ciao. Neil, jusqu'ici, il avait un instinct de survie qui le poussait vraiment à se faire passer avant les autres, ce qui est totalement normal hein, vu sa condition. Il s'attachait à personne, et là, maintenant, il a trouvé des gens, il a trouvé des gens à protéger, un trésor quoi, un foyer, et il fait tout pour pouvoir les protéger en fait, parce qu'il dit que c'est tout ce qu'il a en fait. En fait, avant, il disait tout ce qu'il avait c'était le sport, et là il dit les Fox sont tout ce que j'ai. Nikki il avait dit un truc du genre dans le tome 2 en mode le sport c'est bien mais tu veux pas en faire le but, le centre de ta vie en fait, tu vois,
faut que t'aies des attaches humaines aussi. Et en fait, moi j'avais peur que Nikki parle juste de la romance en mode faut que tu trouves la personne avec qui faire ta vie, ton âme sœur en quelque sorte, un truc comme ça. Là, Neil il dit en fait c'est l'équipe juste incroyable. Désolée pour mon awkwardness, mais juste en parlant d'awkwardness, du coup c'est un personnage qui jusqu'ici il est très froid, il est très distant, très arrogant et tout, et là il fait preuve un peu de sollicitude, mais de façon tellement maladroite parce qu'il a pas l'habitude justement, tu vois. Mais ça touche Neil et il est en mode... Et en fait il est trop gêné, il est en mode what, c'est quoi ça, enfin genre c'est hyper bizarre, mais en même temps tu vois ça le rassure tellement, ça le réchauffe le cœur et... Oui, voilà. J'adore. Je suis à la page 18, j'ai déjà pleuré combien de fois? J'ai l'impression d'avoir pleuré à toutes les pages. Non, quand même pas. Ça m'avait tellement manqué parce que là, ça faisait des jours que j'avais pas repris. Et parce que pas le temps et tout, et là ça fait tellement du bien, c'est comme retrouver un foyer, même si dans ce foyer c'est assez dysfonctionnel et que il se passe plein de trucs et qu'ils sont en danger. Mais leur cohésion est Neil, mais il est très et il est trop pur, voilà. Voilà, je vous laisse. Bonne nuit et à demain peut-être. Hey, comment vous allez les BG? Je vais essayer de plastifier le marque-page que je dois offrir demain. Et du coup j'ai acheté une plastifieuse à Action. Et nous verrons ce que ça vaut. Je n'ai jamais utilisé. Oula. J'en ai jamais utilisé. Du coup, ça sera surprise. Ça se présente. Bon, il y a les cadres déjà. Ok. Et on a droit à 5 plastiques. Du coup, normalement, ça devrait suffire pour les essais, au moins pour demain. C'est en train de du coup passer, je crois. Et du coup... Il est bien, non? Je sais pas. Ah, trop bien! Ah, je suis trop contente! C'est mon premier, c'est pour ça! Mais ça va être incroyable pour faire mes marque-pages. Ça va être trop bien pour faire les cadeaux et tout, là. Ok, alors, du coup, je vais le couper. Et ouais. Mon premier marque-page que je fais plastifier, c'est d'une saga que j'ai taillée pendant des années, que j'ai que récemment appris à apprécier la vie. Hein. Tellement de changements et de rebondissements. Du coup, demain c'est le grand jour, je stresse, voilà. On verra comment ça se passe et voilà. Ça dure longtemps là. C'est ici? Oui, je crois. Je sais pas. C'est quoi ça? C'est incroyable. Tu peux mettre ta tête dessus. C'est toi la fleur. Moi je suis fraîche. Moi je suis elle.
Hey, on est le 7 décembre, du coup je viens de rentrer, il y avait la dédicace de Cespaka, c'était au Décitre de Bellecour, ça s'est bien passé, à part à la fin quand je me suis fait gronder par un libraire, mais bon on va pas trop en parler parce que c'était pas trop cool. Déjà l'autrice elle est super sympa, j'ai fait dédicacer 2 livres parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait en dédicacer 2, du coup j'ai pris celui-là, de base je voulais prendre la deuxième édition double avec la tête de Laurent dessus parce qu'il est absolument magnifique, mais comme j'ai plus aimé les 2 premiers tomes tu vois et j'ai beaucoup plus à noter, bah du coup j'ai amené celui-là et du coup bah c'est pas grave, attendez. A Kingdom of This. Intéressant. Et aussi d'ailleurs elle avait dit oh waouh ton prénom, bah ma meilleure amie elle s'appelle comme ça aussi. Voilà, du coup la coïncidence. Et aussi la dédicace de Dark Rise. Even in the darkest night, there is a star. Et il y avait des cadeaux, un pins. Voilà, je suis trop contente parce que j'avais manqué un peu les premières précommandes de Dark Rise qui donnaient un pins en plus des cartes de tarot. Les cartes de tarot, je les ai eues, mais j'avais pas le pins. Et du coup, je suis trop contente. Est-ce que vous vous rappelez? Non, sûrement pas, mais dans mon vlog, celle qui devint le soleil, c'était la première fois que j'avais eu l'occasion d'en utiliser et du coup je savais pas comment l'utiliser. Genre j'avais méga galéré pour ouvrir le pin. Mais c'est moi qui suis nulle. Pourquoi y a pas un mode d'emploi? C'était pathétique de chez pathétique et là j'y arrive totalement. Voilà. C'est ma fierté, c'est mon glow up de cette année. Est-ce que c'est pathétique? Oui. Non, c'est jamais pathétique un glow up. Bref, Brashlon, c'est Brashlon, je sais plus, avait organisé un concours de fanart en France et c'était ce Fernanda qui gagnait, du coup c'était offert en cadeau. Voilà. C'est vraiment très magnifique, c'est beaucoup plus magnifique que le marque-page vraiment cheap que j'ai fait, hein. Laurent. De quoi on a parlé? Évidemment on a parlé de Laurent, j'ai pu lui dire que les scènes érotiques étaient les meilleures scènes que j'ai lues ever parce que c'est pas ma tasse de thé, bien au contraire, que j'étais vraiment lassée facilement de la romance et tout. Elle m'a dit ouais moi aussi j'aime pas la romance. J'étais ah d'accord. J'ai dit que bah, j'ai bien aimé que entre Laurent et Damen c'était slow burn et que ça prenait vraiment son temps, que même à la fin du tome 1 tu vois c'était pas voilà c'était pas encore réglé, qu'ils se détestaient encore et que la scène de sexe arrivait bien après. Et d'ailleurs elle m'a dit que la première scène de sexe qu'elle avait écrit dans Prince Captive c'était sa première scène de sexe qu'elle avait écrite ever et j'étais en mode bah c'était la meilleure scène de sexe que j'ai lue de ma vie. Voilà, bah du coup chapeau, vraiment, mais vraiment bravo. Du coup ouais après je lui ai montré un peu mes décorations que j'ai fait parce qu'elle était impressionnée par le nombre de post-it. C'était trop mignon, elle était trop adorable. Alors je lui ai montré les trucs comme ça que j'avais fait, genre des trucs comme ça et tout, tu vois. J'étais un peu fière. Je suis trop deck parce que j'avais complètement oublié de parler de Nicaise parce que c'est un personnage qui avait un énorme potentiel aussi. Et ensuite j'ai parlé de Dark Rise, j'avais dit que mon truc préféré dedans c'était la relation amicale entre Will et Violette parce que déjà une relation platonique hétéro dans les young adultes c'est très rare et ça me saoule parce qu'on tourne tout en romance et ça me lasse. Et Will et Violette franchement ils m'ont conquise, du coup j'étais trop contente, Cypriane aussi. Et aussi je lui ai avoué que j'ai commencé Prince Captif quand j'étais super jeune la première fois et que j'ai été un peu traumatisée. Voilà, grosso modo elle était super sympa, elle était vraiment hyper souriante et hyper humble et hyper abordable. En fait je me suis rendu compte que ma relation avec Prince Captif c'est un peu une relation comme Damen et Laurent, tu vois, genre de Enemies to Lovers, un peu toxique parce que de base la première fois que j'ai lu cette saga ça m'a vraiment dégoûtée et ouais pas de bons souvenirs. Et après du coup j'ai retenté le truc, c'est un peu comme du masochisme parce que genre je retente alors que c'est vraiment pas mon truc, mais je sentais ma potentielle. Puis Laurent j'ai retenté en début d'année, j'étais un peu partagée et là j'ai retenté en été avec le vlog que j'ai sorti parce que les couves sont incroyablement magnifiques. Du coup comme je suis faible et superficielle j'ai voulu retenter ma chance et en vrai j'ai bien fait parce que j'ai quand même passé un bon moment. Et Laurent, voilà Laurent pour les photos, voilà la photo. Alors si je fais une gueule comme ça c'est parce que la photographe elle était en train de parler de Moda Touche. Et Moda Touche, j'ai mis normalement des clips du livre qui vient de sortir en français. C'est une des séries les plus incroyables ever que j'ai lues. Et du coup, elle a parlé de ça, j'étais... Oh voilà, bref, c'est pour ça que j'ai fait une tête un peu bizarre. Je me concentre sur All for the Game, promis. Et j'arrête de déblarer de terre partout. Quoique peut-être que demain, il y a la fête des lumières. Du coup, je vais peut-être encore mettre des clips, je sais pas près. Je suis en train de continuer sur une trilogie. C'est au bout du 3e tome.
vers la page 170 qu'on a un bisou. Le truc le plus slow burn ever, vraiment. Et j'adore, hein, je me plains pas. J'avoue, j'ai beaucoup aimé le baiser, même si c'était très court, parce que voilà, c'est encore compliqué. Andrew, il est encore très opaque, il est encore très renfermé. En fait, lui, il se dit que c'est inconcevable que quelqu'un l'aime, j'imagine, hormis si c'est à but utilitaire, genre lui il protège les gens et c'est pour ça que les gens le tolèrent en quelque sorte. Là ça s'effrite un peu parce que il est de plus en plus touché par Neil, il se rapproche de plus en plus, voilà, ça reste toujours glauque. Et Andrew il a des problèmes, il sait pas comment exprimer son affection vers les autres. En fait il exprime à travers la surprotection, c'est très toxique, du coup il doit travailler sur ça, notamment avec son frère. Voilà, avec son frère c'est très compliqué, voilà, il s'est passé beaucoup de choses dedans, il y a encore beaucoup de tensions au sein du groupe et moi voilà, genre ça rajoute un peu plus de nuances, mais en même temps je suis triste parce que je pensais qu'au bout du tome 2, tu vois, ils se sont vraiment rapprochés, que voilà, on pouvait vraiment les considérer comme une famille. En fait non, on retourne un peu vers la case départ pour certains, du coup c'est hyper frustrant. Hello. On est le 10 décembre, samedi 10 décembre, le soir. Je suis en train de lire, je pense, la scène la plus dure de toute la saga. Pas parce que dans le deuxième tome il y avait une scène horrible, mais on l'a pas vue en détail. Là c'est en train d'écrire une scène de torture. Et c'est une scène émotionnelle aussi en même temps. Neil, tout le chemin qu'il a parcouru, en fait, c'est juste tellement admirable. Il a trouvé sa famille, il a trouvé son foyer, et il est devenu fort, et en même temps, il vit quelque chose d'encore plus dangereux parce qu'il risque de perdre encore plus parce qu'il s'est attaché. Mais en même temps, il a surpassé cette peur, en fait, de perdre tout ça. Et il en a pris conscience de la valeur d'avoir tout ça, même si un jour tu risques de le perdre. Voilà, je vous laisse parce que ce n'est pas encore fini. J'aime trop parce qu'en fait comme c'est tout blanc, on dirait que c'est un gros livre de 1000 pages. Et c'est chouette. Voilà, c'est tout. On est le 12 décembre lundi.
2022. J'ai fini hier The King's Game, du coup toute la saga de All for the Game. Alors en vrai j'ai pas grand chose à ajouter depuis mes avis précédents parce que mon avis le plus abouti c'était dans le tome 2 et c'est d'ailleurs je pense le tome que j'ai le plus apprécié. J'ai beaucoup aimé en fait la transition du tome 1 au niveau par exemple des relations où t'as Neil qui était complètement renfermé, où c'était glauque aussi, c'était très tendu entre eux, et dans le tome 2 où on commence vraiment à progresser et voir tout ce cheminement, en fait toute cette progression, c'était juste merveilleux. Dans le tome 3 il y a encore quelques tensions, enfin il y a beaucoup de tensions et voilà c'est toujours pas facile, mais au moins du côté de Neil il s'est adapté aux autres, il fait preuve d'une force mentale qui vient en fait de son affection pour les autres et c'est une force qui lui est nouvelle parce que jusqu'ici il était isolé, on l'avait isolé par un amour très possessif, un amour entre guillemets parce que bon ça pour sa mère était très toxique, son père bon on va pas en parler, et là il découvre tout ça et c'est mignon, et même au niveau de la romance il se rend pas forcément compte qu'il est amoureux. Une scène que c'était trop pur, genre il est dans le bus et il regarde Andrew, le mec, son crush, il est en mode putain mais il a l'air différent des autres, enfin je trouve qu'il a un truc particulier mais je sais pas pourquoi, mais si je le fixe assez longtemps peut-être que je saurais pourquoi. Et genre t'es en mode non mec c'est juste amoureux quoi. En parlant de la romance, c'est beaucoup plus mis en avant que dans les 2 premiers tomes. J'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà en vrai c'était chouette à lire, mais c'est juste que moi personnellement c'est pas un truc qui m'intéresse, du coup j'ai pas grand chose à dire que je trouve assez intéressant, du coup je suis désolée. Pour ceux qui aiment la romance, du coup c'est très slow burn, y a pas de sexe parce que ça prend en compte les limites psychologiques liées au trauma. Du coup ça c'était bien, par contre c'était réaliste. La façon dont leur relation arrive à évoluer de enemies to lovers, c'était quand même pas mal parce que je trouvais que la transition ouais c'était assez smooth, tu vois, smooth like butter. Après voilà il y a un truc que j'ai beaucoup moins aimé avec j'ai cru entendre du bruit alors que je suis toute seule à la maison. Andrew, je disais que je t'aimais beaucoup. Andrew, en fait, il y a un truc que j'ai moins aimé. Il est surtout très sensible à satisfaire Neil. Quand t'as des gens qui lui disent quelque chose, il s'en fout complètement, il prend pas en compte. Et il peut être même agressif. Mais par contre, quand c'est Neil, il est très obéissant, tu vois, il est très docile. Les gens, ils trouvent ça mignon, j'imagine, en mode ouais, il déteste tout le monde sauf moi, des trucs comme ça. Mais moi, j'aime pas, je trouve ça toxique. Après, là, dans le cas d'Andrew, je fais de gros traits, parce qu'en vrai, il y a quand même des gens qui l'aiment, mais c'est juste qu'ils le montrent, je trouve, de façon très bizarre en fait, et parfois très toxique. J'aurais voulu qu'ils deviennent meilleurs, pas parce que Neil le souhaite, mais parce que lui, Andrew, il se rend compte en fait que de sa toxicité, genre au niveau de son amour, de son attachement possessif envers certains personnages. Après le couple, je suis allée voir sur le blog de l'autrice, elle avait développé un peu ce qui se passait avec les autres personnages par la suite, après à la fin. Elle avait dit oui, après ils deviennent, ils sont très sains, ils arrivent à communiquer, blablabla. Du coup tu te dis bon, au moins ils communiquent, mais c'est vrai que ça aurait été mieux de plus montrer, mais bon en vrai ça va. Au niveau des autres personnages, alors t'as Kevin, je le rappelle, qui était... non en fait j'ai la flemme d'expliquer, je le développe quand même dans mon ancien vlog, désolé. Kevin, j'aime bien dans ce tome parce que il prend les devants, et en fait dans les anciens tomes c'était Neil qui prenait exemple sur Kevin, genre il prenait Kevin pour son modèle. Kevin il avait tout ce que Neil n'avait pas, et là ça switch parce que Neil il a réussi à travailler sur lui, à se battre mentalement pour surmonter un peu ses traumas. Kevin lui il est encore resté au stade de ses traumas, tu vois, genre il a quitté ses traumas mais il reste encore dedans psychologiquement, et là c'est Neil qui va le pousser à se libérer de tout ça et à surmonter tout ça, et du coup c'est Kevin maintenant qui s'inspire de Neil, et c'était vraiment fort. Et puis aussi Kevin il est hyper arrogant, très sévère, il est obsédé par le sport, et du coup il met cette pression sur tout le monde en fait, mais surtout sur lui-même mais aussi sur tout le monde. Du coup il est très exécrable parfois, mais quand il veut montrer que genre voilà il se soucie des autres, c'est tellement maladroit et c'est tellement peu naturel, mais c'est sincère, tu sens qu'il fait des efforts, et ça c'est mon mon côté préféré de lui, parce que voilà je craque totalement pour ce genre de personnage hyper bourru, très maladroit mais sincère dans leur affection, mais ils savent pas comment montrer ça. C'est vraiment mais la pépite des pépites. Ensuite à d'autres personnages, par exemple t'as René, voilà je pense que c'est peut-être mon personnage préféré, je sais pas, mais en tout cas c'est ma queen, voilà. Je veux l'épouser, voilà. On développe d'autres relations que celles dans le tome 2, parce que du coup Lana il va développer des relations, des affinités avec des personnages avec qui il avait pas eu forcément le temps de développer. On se sent bien dans cette équipe là, même si à certaines tensions, c'est trop bizarre parce que tu sais qu'ils s'entendent pas tous bien, mais t'es bien avec eux, parce que je pense que comme t'es du point de vue de Neil, en fait Neil c'est un peu le centre, c'est un peu le bébé de toute l'équipe, tu vois, ils sont tous prêts à tout pour
pour le protéger et ils se sont tous impliqués, concernés par son cas, et parce que Nell c'est notre bébé d'amour, du coup on est en mode ok, eux c'est des gens qui veulent protéger Nell, et nous aussi on est quelqu'un qui veut protéger Nell à tout prix. Bah on est poteau, tu vois, genre on est une armée, Nell Protection Squad, tu vois. On vend cette saga comme une romance MM, mais je vous jure que c'est tellement mal placé, parce que déjà il y a 3% de romans sur toute la saga, faut attendre le milieu du tome 3 de la trilogie pour avoir la romance, pour avoir le premier bisou. Et encore, le premier bisou ça veut pas forcément dire qu'ils s'aiment, enfin si, mais voilà, c'est pas concrétisant leur couple. Ce qui est mis en avant tout le long, mais jusqu'à la fin, c'est les relations familiales, c'est le found family, c'est les amitiés. Et à chaque fois, Nell dans sa tête, il se dit ça, il est en mode je suis tellement reconnaissant envers tout ce qu'ils m'apportent, genre leurs sentiments, leurs inquiétudes, leur affection, leur amitié, genre leur temps en fait, tout simplement. Et ils me portent et ils font ma force. Ce que j'adore, c'est que même après il tombe amoureux d'Andrew, il est pas focalisé sur Andrew en fait, tu vois, et tu sens que il traite toutes ses relations à un même niveau, parce que toutes ces relations là lui ont apporté quelque chose. Il va pas commencer à négliger en mode ah oui c'est vrai, c'est grâce à Andrew, il m'a sauvé la vie, gna gna. Non, genre c'est tout le monde, et vraiment notamment avec le coach, parce que le coach du coup c'est comme une figure paternelle pour lui, et ça se sent à quel point ça touche Nell, à quel point ça l'a sauvé, parce que parfois il est en train de paniquer à cause de ce qu'il a vécu, notamment dans le tome 2, et d'un coup il pense au coach, il pense à l'aide, au soutien que le coach lui a apporté, et ça le fait le calmer. Ou alors il pense par exemple, je sais pas, au câlin que sa coéquipière lui a fait, ça le calme en mode bah ça guérit un peu de mon mal-être et tout, et t'es en mode mais c'est trop mignon. Et aussi il y a quelque chose que le coach il a dit qui est très fort aussi et qui rend ses relations vraiment saines, c'est que le coach du coup, Nell il le remercie de l'avoir sauvé, parce que c'est le coach qui a insisté, qui l'a forcé à venir dans l'équipe du sport. Le coach il dit non en fait genre je t'ai amené ici, mais c'est toi qui t'es sauvé tout seul en fait, je sais plus ce qu'il dit en fait. J'ai pas envie de déformer ces mots, j'ai mis trop de post-it. Je t'ai amené ici, mais tu t'es sauvé toi-même. C'est toi qui as décidé de rester, c'est toi qui as arrêté d'avoir peur pour réaliser que tu pouvais genre te libérer de ton passé traumatique pour t'attacher ici. Et c'est toi qui as trouvé ta propre voie. Nell, ils prennent conscience que ici en fait c'est des appuis, mais que ces personnes, en fait il est dépendant de personne pour le sauver, mais ce sont des aides en fait. Et là, il se rend compte qu'il est assez fort pour continuer par lui-même. Et en fait, même depuis le début, c'est lui, par ses choix, par son amour du sport, qui surpasse son besoin de survie, parce que s'il avait écouté son besoin de survie, il se serait enfui en fait pour rester le plus discret possible et ne pas être retrouvé. Mais là, il a pris le risque parce qu'il aime tellement le sport et qu'il sent aussi qu'il avait un potentiel avec cette équipe-là en termes d'attachement. Et en fait, d'ailleurs, c'est comme moi avec cette saga, parce que au début, j'aimais pas. Tu vois, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de tout acheter alors que j'ai pas vraiment aimé le tome 1, même si un peu, mais j'ai senti le potentiel, du coup je l'ai acheté, j'ai donné une chance, et je regrette pas, voilà. Bref, parallèle peut-être de merde, mais en vrai, peut-être que ça marche. C'est pareil pour Andrew par exemple, et c'est pas en mode Andrew il dit à Nell t'es ma raison de vivre, ou je sais pas quoi, non, il cherche encore, je crois que pour Andrew il cherche encore une raison, sa raison de rester, parce que voilà, tu sens qu'il est encore pas assez satisfait. Ce que j'aime bien, c'est que, genre, la raison, pas de vivre, mais l'une des raisons pour lesquelles ça te rend fort et que tu t'épanouis un peu dans la vie, ça peut être chez une personne, mais aussi dans le sport, mais pas forcément que dans le sport, parce que Nell, à la fin, il est en mode ouais j'ai le sport, mais surtout j'ai ma nouvelle famille quoi, tu sais, j'ai mes amis et tout, et c'est le truc que je voulais voir depuis le début. Ça fait vraiment chaud au cœur en fait, tu te dis l'évolution vraiment, genre tu te sens juste tellement ému par le glow up, l'évolution de Nell et tout le chemin qu'il a parcouru, et c'était fait de façon en même temps réaliste je trouve, et vraiment très très attendrissant. Et d'ailleurs en parlant d'être sain, il y a une anecdote que j'ai vraiment envie de dire, je vais pas dire les personnages pour pas trop spoiler. Je suis allée sur le blog de l'autrice où elle parlait un peu de ce que deviennent les personnages plus tard. Il y a quelqu'un qui dit ah oui cette meuf et ce mec genre ils avaient une belle alchimie. Alors j'étais en mode bah on les a jamais vus vraiment ensemble, mais d'accord. C'est dommage qu'à la fin voilà ils finissent pas vraiment ensemble. L'autrice elle a donné une réponse qui va à contresens de
plein de romances mainstream, je vais pas citer, mais quand je vais décrire, vous verrez de quel roman je parle. Genre en fait elle a dit, oui c'est vrai, mais comme en fait le mec il a encore beaucoup de problèmes psychologiques, de traumas sur lesquels travailler, tu vois, bah il est pas encore prêt en fait à devenir le petit ami de quelqu'un, parce qu'il doit encore travailler sur lui-même et pour devenir quelqu'un de plus sain, et la fille bah elle mérite mieux que de devoir se coltiner ce genre de gars. Et je suis en mode mais merci, mais merci, parce que c'est pas à la meuf de sauver mentalement le mec en fait, tu vois, c'est pas à elle de le libérer de ses ténèbres. Non, c'est à lui de faire tout ça. Parce que bon, y a plein de romances qui romantisent tout ça. Voilà. Du coup, et oui, la meuf, elle mérite mieux que ça. Bref, et en plus, je trouve que le mec, il mérite pas vraiment la meuf non plus. Parce que la meuf, voilà. Ah oui, au niveau du sport, bah en fait, dans ce tome-là, ça prend beaucoup moins de place. Comme j'étais vraiment hypée par le match à la fin du premier tome, bah je me suis dit, bah tous les matchs, ils vont être de cette intensité. Mais non, pas trop, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la found family. Parce que vraiment, les tropes d'amitié, de found family, du mec grumpy, renfermé sur lui-même, traumatisé, qui commence à s'ouvrir aux autres et à s'attacher aux autres et qui apprend ce qu'est être apprécié et ce qu'est être aimé et protégé. Voilà, en fait je me vends tout ça, je suis en mode ok d'accord, merci. Ce qui me peine un peu, c'est que dans cette saga, je dirais qu'il y a 95% de found family, d'amitié, de relations de ce genre, et 100% de romance. Mais en fait dans les fanarts, j'ai l'impression qu'il y a 97% de romance et 3% de fanarts de found family, d'amitié et tout. Du coup je suis vraiment deg, j'ai l'impression vraiment que les gens se focalisent juste sur la romance et qu'ils magnifient ça, alors que les relations amicales, ça a tout aussi aidé Neil dans sa vie en fait. Genre il le répète maintes fois, il le répète encore plus que pour Andrew. C'est terminé. Bilan final. Alors je conçois qu'il y ait des gens qui peuvent ne pas aimer. D'ailleurs après je vais lire peut-être des reviews négatives. Comme j'ai dit, il y a plein de défauts. Parfois j'arrive pas à suivre l'histoire, genre je comprends pas ce qui se passe sur certaines petites portions. Après ça m'empêche pas de comprendre l'histoire en général, mais je sais pas, parfois il y a des moments très maladroits et très peu naturels. Je sais pas si c'est parce que c'est mon anglais qui est pas suffisant, mais je sais pas, je verrai les autres critiques. J'ai commencé le tome 1 la première fois, genre le 10 novembre, un truc comme ça. Et du coup après je l'ai relu, après j'ai lu le tome 2 et 3, et ça m'a pris un mois, et c'était un mois avec ces personnages là. Et même si voilà, je pense pas que c'était des personnages coup de cœur, ni que c'est une saga coup de cœur, parce que j'ai pas été aussi investie émotionnellement que je voulais, même si j'ai beaucoup pleuré. C'était tellement une bonne surprise, parce que c'est pas du tout qu'une romance, c'est bien au-delà de ça en fait. Et ce genre de surprise où tu te dis ouais ça va être cliché gna gna gna, et que tu te rends compte que l'autrice elle a fait un effort sur le genre de relation que tu aimes toi et qui est encore tellement sous-coté dans la littérature, parce qu'à chaque fois c'est la romance plus fort que tout. Genre merci, j'ai envie de l'embrasser, mais après ça me fait mal parce qu'il y a plein de possibles. Je suis très faible par rapport à ça. Si je devais donner une note sur 5, alors je dirais 4 sur 5, allez peut-être 4,25, je sais pas trop. Le tome 2 c'est mon préféré, après le tome 3, après le tome 1. Le tome 2 j'aimerais presque le donner 4,5, 4,75, je sais pas. En fait le coup de cœur il viendra avec le temps, mais en vrai je pense pas trop, je sais pas trop. On va faire une petite pause où je vais vous montrer mon tatouage. Voilà, parce que j'ai toujours pas montré. Si vous êtes intéressé, vous pouvez skipper, ou ce sera une section où qu'est-ce que je fais, où je vais lire peut-être des reviews, comme ça après je partage un peu mon avis dessus. Petit temps de pause pour ceux qui ne veulent pas voir tatouage. Salut. Tout à l'heure j'étais aux toilettes. En fait cette coupure c'était pour que j'aille aux toilettes faire mes petites choses. Bref, j'ai vu un réel qui disait ah moi quand je lis et qu'il y a un personnage qui est traumatisé, qui a des problèmes psychologiques et tout, et je veux voir comment il va guérir, comment il va surmonter tout ça. Et après moi déçue parce que bah c'est avec un love interest, tu vois, genre c'est avec il rencontre quelqu'un, il tombe amoureux et c'est grâce à cet amour qu'il guérit. J'étais en mode ah bah dans All for the Game ce n'est pas du tout ça, et non plus dans le manga que je vais vous présenter très brièvement. Mais je me suis dit c'est un parallèle quand même pertinent, parce que en fait c'est des histoires avec des héros traumatisés qui sont hantés par leur passé et qui vont surmonter tout ça grâce à la found family, aux amitiés, aux liens qui développent en dehors de la romance et qui sont des liens tellement sous-cotés. Je vais parler un peu de Gintama. Alors vous voyez ça, c'est le héros, voilà c'est le tome 1 et là c'est le dernier tome. Avec tout, pas tout parce qu'il en a fait, il s'est fait plein de potes, mais avec les principaux liens qu'il a développés au cours de son aventure et qui ont aidé à surmonter son passé et ses peurs et ses traumas.
incroyable, c'est trop magnifique. La scène que je me suis fait, alors là en fait c'est eux, tu vois, genre c'est le trio principal de personnages, c'est vraiment l'incarnation de la found family, la plus belle que j'ai jamais vue, voilà, elles sont trop mignonnes. Et je me suis fait tatouer cette scène là, qui vient de l'épisode 111, je l'ai fait à l'envers parce que normalement c'est comme ça, mais moi je l'ai fait comme ça dans mon sens pour que je puisse le voir. Du coup faut que je le tourne, vous voyez ou pas? C'est une scène que je trouve vraiment très symbolique de leur relation parce que en fait c'est un demi-épisode vraiment. En fait Gintama c'est composé de arcs majeurs, de arcs longs, même si c'est pas très long comparé aux autres mangas. C'est aussi morcelé en petits épisodes, en petits demi-épisodes, et les gens ils ont tendance à se dire ouais bon je vais me concentrer juste sur les arcs majeurs parce que c'est les plus importants, alors que non, il y a aussi les petits épisodes qui sont très importants parce que tu rates ce genre de scène. Et en fait dans cet épisode là, dans ce demi-épisode là, alors en fait c'est le héros, Gintoki, qui offre à Kagura, l'héroïne, un parapluie. Kagura, faut savoir qu'elle a eu un passé difficile, qu'en fait sa famille biologique a été complètement brisée, genre son frère voulait tuer son père, sa mère est morte et tout, et en fait elle venait d'une autre planète avec sa famille biologique, et quand sa famille biologique s'est dispersée, bah elle a décidé de venir sur Terre pour essayer de se donner un nouvel espoir de vie. C'est là qu'elle rencontre ces deux-là, voilà, et après ils forment une famille avec le chien évidemment. Dans le demi-épisode, t'as Gintoki, un peu son grand frère, son père adoptif, qui lui offre un parapluie parce qu'il pleut, et du coup elle est trop contente parce que voilà, elle peut se comporter comme une enfant, comme une fille de son âge et tout, et du coup elle est super contente, et en fait elle en profite tellement qu'à un moment il y a je sais pas, une tempête et ça détruit complètement son parapluie, mais elle se laisse pas abattre parce qu'elle se fait un nouveau parapluie de ses propres moyens. Esthétiquement tu vois ça semble assez précaire, mais c'est son parapluie à elle, c'est au prix de ses efforts, et voilà, du coup le parapluie c'est un peu comme elle qui s'évertue à s'abriter, qui s'évertue à trouver un abri, comme en fait elle, quand elle a vu sa famille se faire être brisée, du coup elle cherche un peu un nouvel abri, un nouvel arbre sur lequel se poser, et du coup le parapluie pour moi ça représente un peu ça. Sauf qu'en fait elle rencontre en chemin deux enfants qui n'ont pas de parapluie, du coup eux ils doivent s'abriter sous un préau pour attendre que la pluie cesse. Et en fait, elle voit ça et elle leur donne son parapluie. Maintenant j'y pense, voir ce frère et sa petite sœur ensemble comme ça a dû le rappeler à Kagura, elle avec son grand frère, parce que elle a plus son grand frère parce que son grand frère l'a abandonnée, l'a complètement rejeté de sa vie. Du coup elle préfère donner un peu son parapluie, cet abri à une famille qui est encore unie. Elle trouve un parapluie complètement pété, il n'y a même pas de toile, elle le prend quand même si elle sait que ça sert à rien, et du coup il y a tout le monde qui se moque, et en fait c'est un peu comme elle est soumise en fait aux intempéries et aux problèmes de la vie à un jeune âge comme ça, et qu'elle peut rien y faire, elle part juste se cramponner encore à cet abri là, même si ça sert à rien, mais tu vois, genre faire comme si elle pouvait encore avoir cet abri. Et après il y a deux personnes sous un préau qui l'interpellent et sont en mode oh mademoiselle, on peut s'abriter sous votre parapluie, et elle se retourne et du coup c'est ces deux amis s'abritent avec elle sous le parapluie, voilà, sous le parapluie complètement pété. Ce que je c'est que tu vois en fait qu'ils ont leur parapluie, tu vois, qui ont une toile, voilà, mais en fait ils quittent leur abri pour se mettre avec elle parce qu'en fait c'est un peu comme métaphoriquement, l'important en fait c'est même pas l'abri, c'est la personne avec qui t'es, et du coup eux ils sont prêts en fait à sortir de leur abri, de sortir un peu de leur zone de confort pour lui tenir compagnie, avoir son abri à elle, même s'il n'y a pas de toile, même si voilà, ils risquent un peu d'être soumis aux intempéries, aux problèmes de la vie et tout, mais c'est un risque qu'ils veulent prendre parce qu'ils veulent passer cette aventure avec elle. C'est beau parce qu'elle le brandit fièrement, tu vois, parce que même avec un abri pété, même avec son passé, avec ses traumas à elle est prête à faire tout son possible pour les protéger, tu vois, du coup elle le brandit fièrement, joyeusement. Je trouve que la philosophie elle est très inspirante parce que c'est avec les bonnes personnes tu peux surmonter tout ça. Ils peuvent te faire voir le soleil sous la pluie, et c'est ça pour Neil aussi. Il a été soumis à des traumas et tout, mais il a réussi, a eu le courage de s'en détacher pour venir vers les autres, même si c'est risqué parce qu'il risque de tout perdre, parce que quand tu t'attaches aux autres, tu as toujours ce risque de perdre encore plus et d'avoir encore plus mal que si tu restais dans ton coin. Mais à prendre ce risque là, du coup ça demande un effort et un courage incroyable, et du coup c'est très émouvant. C'est un peu long, mais je tenais quand même à parler de ça et à faire ce parallèle, et voilà, n'hésitez vraiment pas à le lire. C'est très long, mais ça vaut tellement le coup quand tu vois toutes les belles relations, et waouh, juste waouh. Je regardais ici parce que là le portable il est sur
sur mon ordi en fait. C'est toujours mon support, du coup je suis désolée si ça vous gêne. Je vois pas pourquoi ça vous gênerait. Alors, du coup on va vous lire les avis de la saga sur Goodreads. Pour The Foxhole Court, il y a 4,02 sur 5, The Raven King 4,38 sur 5 et The Kingsman 4,58 sur 5. Du coup c'est le tome 3 qui est le mieux noté, j'imagine parce qu'il y a de la romance. Pourquoi je suis tellement aigre comme ça? Alors moi ce qui m'intéresse c'est les reviews négatives. Parce que moi du coup ma review est plutôt positive, du coup j'aime bien lire les reviews négatives. Alors oui il y a beaucoup de choses qui sont invraisemblables. À un moment il y a des personnages qui sont forcés à prendre de la drogue et tout. En fait c'est très moralement gris et si tu rentres pas dedans, si tu n'arrives pas à se passer tout ça, ça peut poser vraiment un problème moral pour toi et je comprends totalement. C'est pour ça que je comprends si j'en aime pas, parce que niveau moral c'est très questionnable. Oui bon l'écriture oui c'était awkward, worsened by reading experience. Oui, moi aussi j'ai dû relire certains passages encore et encore parce que je comprenais pas. Du coup, ça vient pas que de moi. C'est vraiment le livre qui a un problème. Oui, après peut-être que le sport c'est pas assez bien fait. Bon, après c'est un sport inventé, mais franchement, en vrai, c'est pas grave. Like des Akotar series. Ok, alors là il compare. Avec Akotar, parce qu'avec Akotar les gens lui disaient ouais c'est bien et tout, tu vas voir le tome 1 c'est le moins bien mais après ça va être trop bien, mais la personne dit que en fait comme pour All for the Game ça lui donne vraiment pas envie de lire la suite et que il a été déçu en fait par le succès, par ce qu'on lui a dit et VS ce qu'il a expérimenté avec la lecture. Bon moi pour Akotar ça a été pareil, sauf que moi j'ai dégueulé en lisant Akotar, bon dégueulé mentalement et je dégueule encore, mais pour All for the Game c'était une bonne surprise parce que c'est pas que de la romance. Oui je sais que dans Akotar il y a un fin de famille aussi, mais excuse-moi mais la romance avec la meuf et le mec qui font un pacte, si l'un meurt l'autre meurt aussi, désolé mais... Alors ce livre est mauvais, même pas comme le premier où le premier il était terrible, il était horrible, mais d'une façon amusante, mais celui-là il est tellement horrible que c'est offensant. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non. Et les personnages, Nell est le plus insufferable, genre le plus antipathique, le plus insupportable. Il est le personnage principal le moins sympathique ever. Il a l'habilité de faire tout qui le concerne. Mais putain, mais c'est ça son évolution, c'est qu'au début il se soucie que de lui. Et petit à petit, tu te rends compte qu'il fait attention aux autres et qu'il se soucie des autres en fait. Je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord parce que moi j'ai perçu son évolution et voilà. Et aussi, c'est normal parce qu'au début, il devait penser à sa survie et du coup il a été matrixé dans le fait qu'il doit survivre, surtout que sa mère lui disait tout le temps ouais pense qu'à toi, enfin oui bon Andrew, je saurais pas, j'ai pas d'avis sur lui en fait, je sais pas comment il est traité, enfin j'ai pas compris. Oui bon les méchants, ils sont méchants juste pour être méchants, bon, d'accord mais on s'en fout, on les voit pas beaucoup. Ah j'ai vu un commentaire qui disait haha je te note même pas, t'as mis quand même une étoile, parce que l'autrice est problématique. Du coup on va voir pourquoi elle est problématique. J'arrive pas à trouver pourquoi elle est problématique, mais je pense quand même savoir parce qu'il y a quand même des choses très problématiques, notamment dans le tome 1. Et je comprendrai si voilà les gens ils veulent pas lire. Enfin voilà, il y a quand même un problème où t'as un personnage qui est forcé à boire et à prendre de la drogue contre son consentement. Bah oui, parce que quand c'est forcé, c'est pas consenti, enfin je suis conne. Je vais pas justifier, je vais pas excuser non plus, mais quand tu sais c'est quel personnage qui a fait ça et pourquoi, genre... Et il y a quand même une raison derrière, mais en même temps tu te dis, je comprendrais si les gens ils peuvent pas passer outre ça parce que c'est vraiment... horrible. J'ai l'impression c'est un peu comme de la dark romance, enfin là c'est pas de la romance, mais là c'est la dark fan family peut-être, je sais pas. En gros le fait que tout n'est pas parfait, qu'il y a des actions problématiques, mais comment il fait pour pas surmonter tout ça, mais pour quand même se rapprocher, je sais pas comment dire. Après, je comprends aussi les gens qui disent que c'est mal développé. Je pense que c'est une question d'affinité avec le livre et les personnages. C'est soit tu te laisses porter par ça, soit voilà tu trouves des choses qui arrivent à te convaincre. Moi c'est au niveau des petits détails en fait, parce que je fais beaucoup attention à de petits détails concernant les relations amicales et familiales. Je suis très sensible à ça et du coup les petits détails ça m'a vraiment atteint, ça m'a vraiment sensibilisée au truc. Du coup voilà, mais ça dépend vraiment des gens, c'est pour ça je peux pas forcément vous conseiller. I can't believe I read the entire series. Bah oui, pourquoi tu donnes autant de mal, Sherry? Pourquoi je pense que cette série est mauvaise? Il y a beaucoup trop de violence pour essayer de réparer les choses. Bon, j'avoue, à la fin, j'ai même pas réussi à me réjouir, j'étais en mode...
ok. Oui, Andrew, oui, je suis d'accord parce que je trouve qu'il est problématique en personnage, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à m'attacher parce qu'il me rend très mal à l'aise et je sais pas comment l'autrice a fait pour essayer de le gérer, j'ai pas compris sa méthode. Mais Neil, mais pourquoi tu dis qu'il est frustrant, il est trop mignon. Ça m'a fait. Non, t'attaques pas Neil, non mais va te faire foutre. Il y a beaucoup de choses qui semblent improbables, je comprends, mais écoutez, on est dans une histoire. Mais les gens ils aiment pas Neil. Comment c'est possible? Oui, après Neil il est pas parfait, vraiment, parfois il est rude, il est très brut dans ses trucs et tout, mais bon, on peut pas être parfait, mais moi je m'en fous. Enfin c'est pas je m'en fous, je prends ça en compte, mais je l'aime quand même. Voilà, parce qu'il m'a trop touchée et je suis trop faible. Kevin was the only enjoyable character. Et René, wesh, mais René, ouais, le seul truc qui me peine un peu, c'est par rapport à Neil, parce que j'ai tellement aimé comme personnage. C'est intéressant de voir les avis mitigés et tout, parce que je les comprends quand même. J'espère que malgré mes nombreuses digressions, vous avez quand même aimé ce vlog. Moi, j'ai pris plaisir à le tourner. Merci si vous avez regardé, par exemple, que ce vlog. Mais merci particulièrement si vous avez regardé vraiment les 2 vlogs, parce que c'est long, je sais. Et voilà, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt. J'espère, vraiment. Salut!